Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les sciences industrielles. On va continuer sur le thème de l'électronique de puissance. Ça sera la dernière vidéo sur ce thème-là et je vais parler des onduleurs. Pour rappel, donc là, un onduleur, c'est donc un convertisseur DC-AC. Donc on va passer d'une énergie électrique sous forme continue vers une énergie électrique sous forme alternative. Donc ici, je vous ai représenté donc, le schéma de montage d'un onduleur de tension, puisque ici on a bien une source de tension en entrée. Donc un onduleur de tension monophasé, hein, l'idée c'est de faire juste une seule phase alternative en sortie sur une charge, donc forcément une source de courant. Les plus curieux auront reconnu le montage d'un HR4 cadran. C'est en effet le même montage. Après, il va y avoir pas mal de différences sur les lois de commande. C'est ça qui va vraiment faire la distinction entre le fonctionnement de ce montage en mode Asher et le fonctionnement de ce montage en mode onduleur. L'objectif idéal de ce montage, hein, donc on a dit de convertir du DC en AC, mais ce qu'on voudrait, mais ça on va voir que ça va être strictement impossible, hein, c'est d'obtenir en sortie une tension qui serait alternative sinusoïdale. Ça serait ça c'est ce qu'on veut, ça. Et alors voilà, c'est impossible. Pourquoi? Parce que ici vous avez une source constante U et vous avez des interrupteurs qui sont, voilà, si on les considère parfaits, ce sont des interrupteurs type on-off. Donc on va pouvoir raccorder ou non raccorder la sortie avec la source de tension. Et donc on avait vu, hein, qu'on avait trois possibilités. VS peut être égal à U, VS peut être égal à moins U ou 0 volts. Donc strictement, voilà, on peut avoir une valeur constante à grand U, une valeur constante à moins grand U, une valeur constante à 0 volts, mais on ne pourra jamais avoir des valeurs continues tout au long de l'évolution d'une sinusoïde comme celle-ci. Donc c'est strictement impossible avec ce genre de structure de construire une tension alternative sinusoïdale, purement sinusoïdale surtout. Enfin voilà, alternative oui, mais sinusoïdale on ne peut pas. Néanmoins, on va essayer de s'en rapprocher. Alors, donc ici, donc objectif, essayer d'avoir quelque chose qui ressemble à de l'alternative sinusoïdale. Je vais fixer 50 Hz pour essayer voilà, d'être dans un cadre où on cherche à construire un réseau monophasé type domestique. Alors, la première idée, c'est ce qu'on appelle l'onduleur pleine onde. Alors, pleine onde, on va voir que c'est celui qui se rapproche le moins d'un signal alternatif sinusoïdal, mais il marche très bien, il est très simple à mettre en œuvre et c'est plutôt efficace. Donc dans cet onduleur pleine onde, ce qu'on va faire, c'est que la loi de commande, on va sur de 0 à alors 10 millisecondes. Hein. Là, cette fois-ci, je pars sur le principe que je veux du 50 Hz. Hein. Donc la période associée, c'est donc 20 millisecondes. Donc sur la moitié du temps, eh bien, je vais commander T1 et T4 fermés. Et puis de 10 à 20 millisecondes, je vais fermer T2 et T3. Je vais les mettre fermés. Voilà. Et donc, si on trace la forme d'onde résultante de ce truc-là, donc ici, ça va être la période grand T. Voilà, ça c'est bien la fréquence. Hein. Donc là, T sur 2 et à grand T, donc on va avoir un signal qui va ressembler à ça. Voilà. Petit t ici, ça va être VS. Alors forcément, hein, si on compare ce qu'on a là et l'objectif qu'on voulait là-haut, bon, bah, clairement, ça va pas. Il y a vraiment il y a un vrai problème. Donc il va y avoir pas mal d'harmoniques de différence entre les deux. Hein. En effet, si on fait une décomposition en série harmonique de ce signal, bon, forcément le fondamental est une sinusoïde, auquel on va ajouter d'autres sinusoïdes qui seront bah, voilà, des harmoniques qui vont déformer en fait la sinusoïde qu'on souhaiterait et obtenir ce signal carré. Bon, voilà, c'est un défaut de ce montage, mais voilà, vous avez vu, la loi de commande est très simple, donc elle est facile à mettre en œuvre. Bon, en tout cas, ce signal, il n'est pas sinusoïdal, mais il a le mérite d'être alternatif. Voilà. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que par rapport au HR, hein, je vais tout de suite parler de ça, c'est que là, je ne parle absolument pas de rapport cyclique. Vous voyez que là, j'ai pas le choix, il faut que la moitié du temps, le signal soit voilà, positif et l'autre moitié du temps négatif pour que ça s'équilibre et qu'on ait bien un signal qui soit strictement alternatif.
Alors là, on peut voir que ça ressemble un petit peu à du sinusoïdal, enfin là où il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Donc c'est si on parle de charge type RL, donc là on va avoir euh, un lissage du courant qui va être effectué par la bobine. Le montage RL va donc être un filtre sur le courant. Il va donc, en fait, il va prendre la décomposition en série de Fourier de la tension et puis il va filtrer tout ça avec son filtre RL. Et puis en fait, on va voir qu'il va couper les hautes fréquences de courant. Et en fait, voilà, on va enlever un peu d'amplitude sur les harmoniques de haute fréquence du signal. Et ça va avoir tendance à rendre le signal un tout petit peu plus alternatif, presque sinusoïdal. Encore une fois, je dis presque parce que ça ne sera jamais sinusoïdal. Voilà, donc si je pars du principe qu'on a donc cette tension-là en sortie, hein, ça c'est Vs, le courant, lui, à quoi il va ressembler? Donc sur charge RL, quand j'ai une tension positive, alors j'ai oublié de préciser ici, donc on a bien U et moins U ici, et puis ici U et bien moins U ici. Sur une charge RL, quand on a une tension positive, que fait le courant? Eh bien, il a tendance à augmenter, donc il va monter en suivant une exponentielle. Alors, il y a une petite particularité aussi, c'est que ici, on est sur un système qui est en régime permanent, et donc et le courant, il est comme la tension, il doit être alternatif en sortie. Donc, s'il monte sur la première moitié sur la première moitié de la période, et qui part de 0 ou qui part d'une valeur positive, et bien comme il est périodique, il va redescendre sur la deuxième période à la même valeur. Et il ne sera pas alternatif. Donc il faut faire attention, quand on va tracer ce courant, I, il faut partir d'une valeur négative et monter à une valeur positive qui sera symétrique à cette valeur négative. Et on a donc ici une réponse exponentielle croissante. Alors voilà. Donc ici j'ai fait un arrondi. Voilà, on voit l'exponentielle, on voit l'arrondi de l'exponentielle. Hein. Si je continue à tracer, on voit voilà, en fait, ici, ça va faire un truc comme ça. Alors, voilà, dans le hacheur, on voyait pas, on voyait que le début. Vous vous rappelez, vous avais dit qu'on ne voyait que le début et que c'était un petit bout de droite. Là, on n'est pas en train de parler de la milliseconde, on est en train de parler de 10 millisecondes. Donc la constante de temps électrique, hein, liée au circuit RL ici, elle n'est pas. Il n'y a plus cette très grande différence entre la période de découpage, voilà, période du signal à 50 Hz, là, à 20 millisecondes, et voilà, donc ici on le voit un peu l'arrondi. Et puis donc deuxième moitié de période, donc on va avoir quelque chose de symétrique, voilà, et donc on va avoir un signal légèrement arrondi qui va redescendre. Je vais essayer de le refaire un peu propre. Voilà. Et puis on recommence sur la période d'après. Et donc voilà, on se retrouve avec un signal qui va ressembler à ça. Bon, et puis bah, de loin, ça ressemble un petit peu plus à un signal alternatif sinusoïdal. Disons que le contenu harmonique de la décomposition en série de Fourier de ce signal-là en rouge va être un peu moins riche en harmonique que le signal carré. Donc voilà, le courant se rapproche un petit peu de ça. Donc voilà. Autre remarque que je peux faire aussi sur ce signal-là, c'est que si on prend son fondamental, alors le fondamental, je ne sais pas, il serait à peu près par là, comme ça. Hop, voilà. À peu près, hein, je fais ça grossièrement. Et bien, ce qu'on voit, c'est que si je prends le fondamental de la tension, qui lui serait comme ça, eh bien, on voit en fait que le passage à zéro, là, entre les deux fondamentaux, eh bien, il ne se fait pas au même instant. Et ça caractérise très bien charge RL, hein, puisque le courant va donc être en retard sur la tension, et donc j'ai bien un courant qui va passer par zéro après la tension. Donc si on regarde sur les fondamentaux, eh bien ça se voit aussi comme ça. Donc on a bien l'aspect, on retrouve bien des concepts qu'on avait déjà vus sur le régime alternatif pur. Donc là, forcément, je vous ai dit que donc le courant était forcément alternatif, donc on avait une valeur minimum et une valeur maximum, enfin une valeur initiale ici qui était non nulle et forcément négative, sinon on ne peut pas trouver un signal qui sera alternatif. Forcément, dans la vraie vie, si on regardait le signal, ça ce serait un régime permanent en fait.
Si on regarde un petit peu ce qui se passerait sur un régime transitoire, c'est-à-dire le moment où je branche mon système sur l'alimentation, enfin voilà, je démarre, le courant initial est nul, et puis on voit qu'ici, j'ai bien donc une tension positive constante, et puis j'ai bien un courant qui monte et qui démarre de zéro. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que progressivement, en fait, ces alternances de courant vont venir se stabiliser vers un régime permanent, hein. Donc là, on peut avoir ici le régime transitoire à l'allumage de l'onduleur, et puis ici le régime permanent qui correspond à ce que j'ai tracé ici. Voilà, alors sur ce signal, forcément, on peut faire quelques calculs. Alors le premier calcul, ça serait de calculer la valeur efficace VS. Et puis ici, on va trouver que ça sera grand U, hein, si on fait le calcul est très simple. Et puis, alors il y a la possibilité aussi de calculer un petit peu la valeur de IM. Si je trace ici, si je repère ici IM, bon, eh bien, il faut faire quoi? Il faut résoudre l'équation différentielle. OK, et puis en fait, on va trouver à la fin que grand IM, ça va être égal à U sur R, facteur de 1 moins exponentielle moins grand T sur 2 taux sur 1 plus exponentielle moins grand T sur 2 taux. Voilà, après c'est un calcul qui se fait assez bien. Donc il faut résoudre l'équation différentielle, partir du principe que la solution particulière c'est donc grand U sur R, que la forme générale c'est A, etc., etc. Et puis les conditions initiales, eh bien c'est à t égale 0, I égale moins grand IM. À grand T sur 2, on a I qui est égal à grand IM, et donc comme ça on arrive à trouver le résultat final. Alors la deuxième stratégie d'onduleur qu'on va pouvoir rencontrer, ce sont donc les onduleurs dits 3 niveaux. Donc là, on va essayer d'être un petit peu plus malin, c'est-à-dire que on a vu que en onduleur pleine onde, le contenu harmonique va être très riche, hein, puisque la décomposition en série de Fourier d'un signal carré est quand même relativement riche en harmonique. Donc on a envie d'essayer de diminuer un peu ce contenu harmonique. Et en fait, on va introduire entre les phases où le signal vaut plus U et moins grand U, on va introduire des phases de temps où le signal vaudra 0, le signal en sortie vaudra 0 volts. Donc avec une durée, une durée donnée. Donc en fait, ce que ça va donner, c'est qu'on va essayer de s'arranger pour avoir un signal qui va ressembler à ça. Donc ici, je mets une petite période à 0. Là, je vais avoir t sur 2. Hein. Voilà. Je vais mettre un morceau de temps ici à, à plus U. Voilà, je redescends. Alors là, le temps qui est ici, c'est le même que là. Hein. Voilà, je vais décaler le t sur 2 là-haut. Et puis là, je remets encore le même temps. Alors, c'est pas super à l'échelle, mon truc, là. Et puis ici, je vais mettre la phase de temps où le signal vaut moins grand U. Et puis je remets ici un petit bout du temps, là. Voilà. Donc ça va être grand T. Et puis je recommence un petit peu plus loin. Voilà. Donc voilà, on essaye de faire quelque chose qui ressemble à ça. Donc avec des petites phases de temps où le signal vaut 0. Et puis des phases de temps à U et des phases de temps à moins U. Et bien ça, si on fait la décomposition en série de Fourier de ce truc-là, eh bien voilà, on va se rapprocher un petit peu plus d'un signal alternatif purement sinusoïdal, qu'on voulait là-haut. Mais bon, ça reste assez riche en harmonique, hein, mais ça sera un petit peu mieux que l'onduleur pleine onde. Voilà, si on prend le fondamental, on voit bien que dans le fondamental, si je le trace comme ça, dans le fondamental, par ici, en fait, le signal est plutôt faible, la sinusoïde est plutôt faible, donc ça tombe bien d'avoir un signal de sortie qui soit nul. Et puis par ici, on voit que le signal est plutôt élevé, donc c'est plutôt pas mal que le signal soit élevé. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on peut essayer de voir un peu avec les mains hein, que le contenu harmonique de ce truc-là va être un peu moins riche que l'onduleur pleine onde. Alors, au niveau du courant, ce qui va se passer, eh bien, ça va être pareil, un petit peu mieux, un tout petit peu plus sinusoïdal. Donc je vais toujours partir d'une valeur négative ici. Et donc là, j'ai une tension nulle aux bornes d'un circuit RL. Hein. Donc pareil, hein, sur charge
RL, hein. Donc tension nulle au bord d'un circuit RL, le courant, bah, il cherche à faire quoi? Il cherche à aller vers 0. Alors forcément, si je traçais en régime permanent, on irait vers le 0. Bon, je ne vais pas le faire parce que sinon ça va surcharger un petit peu. Après, on a la phase où la tension est positive au bord du circuit RL. Donc le courant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il monte et il va aller chercher encore une fois avec un arrondi un régime permanent qui serait un peu plus loin, hein. Voilà. Et puis bah, je recommence, je refais ça. Donc hop, je vais avoir ici alors, pour avoir la symétrie, hein, cette valeur, pardon, je me suis trompé. Pour avoir quelque chose de symétrique et qui marche bien, il faut que je vais enlever mon T sur 2 qui va vraiment m'embêter. Je l'ai déplacé, mais il fallait vraiment que je le mette de l'autre côté. Donc T sur 2 ici. Voilà, je reprends le rouge. Et donc normalement, à T sur 2, on doit avoir la même valeur. Hein, ça doit être symétrique ici. Cette hauteur-là correspond à cette hauteur-là. Et puis cette hauteur-là, eh bien, je vais la retrouver ici aussi. Donc on va avoir un signal qui va ressembler à ça. Voilà, c'est pas très propre, mais on comprend le principe. Et puis bah, sur la période de temps où le signal vaut moins grand U, eh bien, je vais retrouver pareil, hein, cette hauteur-là, ça va être cette hauteur-là, hein. Je vais retrouver donc encore une fois un petit bout d'exponentielle ici décroissante. Et puis bah, je recommence, voilà, hop, un petit bout ici, etc. etc. Alors, puisque la tension est nulle, je pars d'une condition initiale positive, le courant tend vers 0, bon, dans longtemps. Ici, voilà, il tend vers une valeur négative dans longtemps, etc. Voilà. C'est que des équations différentielles du premier ordre qui sont cachées derrière tout ça, mais voilà, si on maîtrise bien la réponse à une constante d'une équation différentielle, ça ne pose pas de difficulté de tracer ce signal-là. Il faut prendre peut-être son temps, mais voilà, c'est tout à fait possible. Donc voilà, et donc là, on voit encore une fois, hein, que si je prends le fondamental de ce truc-là, eh bien, on a encore une fois quelque chose qui va être décalé là, avec un retard sur le courant par rapport à la tension. Donc on retrouve cette notion de circuit RL en retard par rapport à la tension. Alors maintenant, là où ça va être intéressant, c'est sur ce temps-là. C'est-à-dire que là, on a un réglage, on a la possibilité de se dire, bon bah, est-ce que ce temps-là, il faut le mettre grand ou petit? Alors je vais l'appeler T0. Alors oméga T0 égale bêta. Donc c'est l'angle correspondant sur 2π, hein, à ce temps-là. Je vous note, hein, oméga grand T égale 2π. Donc ici, ce temps-là, cet espace-là, là, je peux l'agrandir ou je peux le diminuer, et ça va forcément avoir des conséquences sur le contenu harmonique ou sur d'autres grandeurs. Donc ici, si je calcule la valeur efficace, alors voilà, hein, ça peut être un bon exercice encore de calcul intégral, mais on va trouver U facteur de racine carrée de bêta sur pi. Bon voilà, donc là bêta va modifier un peu le système. Et puis il y a un exercice un peu classique sur ce genre de choses qu'on ne voit plus trop en classe préparatoire, mais voilà, ça a existé. On a déjà fait ces calculs-là sur des concours. Vous pourriez potentiellement retrouver ça sur un sujet de modélisation. Voilà, parce qu'il y a des maths, il y a de la minimisation, il y a des calculs d'intégrales. Voilà. Donc là, une idée de calcul qu'on pourrait faire avec ça, ça serait de faire la décomposition en série de Fourier de ce signal-là en fonction de bêta. Et donc on va retrouver forcément on va retrouver une harmonique de rang 1, le fondamental, hein, C1 lié au fondamental. Et puis on va retrouver, alors il n'y aura pas de C2, on va retrouver du C3, voilà. Et on va retrouver voilà, plusieurs valeurs, C5, etc. Et donc un bon exercice, ce serait de se dire, je voudrais minimiser, on cherche bêta qui minimise les harmoniques. Alors ça c'est un bon exercice parce que, alors on connaît, hein, c'est un calcul qui est connu, hein. Il a déjà été fait, donc voilà, et puis c'est toujours un peu le même, mais c'est un bon exercice de calcul.
Mais en effet, ici, si on cherche la valeur de bêta qui minimise les harmoniques, ça veut dire qu'on va avoir un signal qui, avec cette valeur de bêta, a le moins d'harmoniques possible, quelle que soit la valeur de bêta. Et donc, ça voudrait dire qu'il contient beaucoup de sinusoïdes purs à 50 Hz par rapport à ces harmoniques. Donc, ce calcul-là permettrait en fait d'obtenir la forme d'onde de la tension ici qui se rapprocherait théoriquement le plus d'un signal purement alternatif sinusoïdal. Le dernier type d'onduleur que je vais aborder, alors je vais prendre sur une nouvelle page complète, voilà. Donc ici, vous allez voir que ça va être très particulier parce qu'on va, je vous avais dit que l'onduleur était assez éloigné dans sa loi de commande d'un hacheur. Eh bien, voilà, pas celui-ci. Celui-là, on va voir qu'on va utiliser le hacheur dans l'onduleur. Bon, voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc ici, si je regarde MLI, donc ça veut dire modulation de largeur d'impulsion. En anglais, on le retrouve sous la dénomination de PWM, Pulse Wide Modulation. Et donc l'idée, alors je vais essayer de le faire en gros parce que c'est important ici, parce qu'on va faire du découpage dans le 50 Hz. Donc ici, on a bien une période, grand T. Ici, on a bien le T sur 2. Voilà, donc ça, le T, hein, c'est bien les 20 millisecondes associés à la fréquence de 50 Hz. Hein. Voilà. Et puis, je vais faire un découpage. Alors ici, je vais mettre une période de découpage. Alors, je ne vais pas être trop gourmand. Je vais découper allez, en 20 morceaux. Donc, je vais mettre ici 1 milliseconde. C'est pas un gros découpage. On verra que dans la réalité, on fait des découpages beaucoup plus importants que ça. Donc ici, c'est une fréquence de 1000 Hz, 1 kHz. Donc il y a un facteur 20 hein, entre ces deux-là, ce qui n'est pas énorme. Hein. Dans la réalité, on verra qu'on mettra un petit peu plus que ça. La plupart du temps, mais plus que ça. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ma demi-période, là, elle va être coupée en 10. Donc, alors je vais essayer de faire ça à peu près. Hein. Donc là, j'ai coupé en 2. 1, 2, 3, 4, 5. On est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, on est pas mal. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai découpé, donc ça c'est bien le T sur 2, je le mets en gras. J'ai découpé ma demi-période, voilà, suivant avec 10 morceaux. Et puis, je ne ferai pas forcément la représentation sur l'autre demi-période parce que, voilà, ça ne va pas m'intéresser. Alors moi, mon objectif, je vous le rappelle, c'est d'essayer d'avoir une tension qui ressemble à une sinusoïde. Voilà, je vais essayer de faire du découpage. Et puis donc sur cette première période de découpage qui est ici, là, donc là on a bien T découpage, hein, eh bien je vais regarder voilà, à quoi ressemble le signal que je voudrais. Eh bien je vois que il est positif, très légèrement, mais avec une valeur relativement faible dans ce coin-là. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire que donc j'ai un hacheur 4 cadrans, je veux une tension moyenne, alors voilà, hein, je vous fais ça un peu avec les mains, mais je voudrais une tension moyenne de cette valeur-là là-dedans. Bien, comment je fais ça? Elle est plutôt faible hein, par rapport à ce qui va se passer, par exemple, si je prends cette période de découpage-là. On est d'accord que la valeur moyenne, elle est à peu près là-haut, et qu'elle est bien plus importante que celle-là. Comment je fais une tension faible avec un hacheur 4 cadrans? Eh bien, en valeur moyenne, hein, vous vous rappelez, si je mets à plus U la moitié du temps et à moins U l'autre moitié du temps, j'obtiens une valeur moyenne nulle sur la période de découpage. Eh bien ici, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre grand U pendant la moitié du temps et peut-être un tout petit peu plus, mais pas beaucoup, puisqu'on veut une valeur positive, mais pas très positive. Voilà. Et puis, moins grand U la moitié du temps. Voilà. Donc là, waouh, on a fait ça. Et puis sur la période de découpage d'à côté, si je regarde ce qui va se passer sur la période de découpage d'à côté, eh bien je veux une valeur moyenne par là qui sera un peu plus grande que la précédente. Donc là, cette fois-ci, eh bien je vais volontairement, alors c'est pas super bien fait mon dessin là, mais c'est pas évident à faire.
Donc ici, on va mettre un peu plus de largeur. C'est pour ça que je parle de largeur, puisque on est sur de la modulation de largeur d'impulsion. Donc je vais mettre un peu plus de largeur ici et un petit peu moins en bas là. Vous voyez, là c'est un peu plus étroit et là c'est un petit peu plus large là-haut. Ça se voit pas super bien, mais voilà. Et puis bah, sur la période d'à côté, etc., je vais progressivement augmenter en fait le rapport cyclique. Hein. Quand j'augmente ici, alpha augmente. Le rapport cyclique de mon hacheur ici va augmenter de manière sinusoïdale en fait. Et puis alors sur cette période de découpage là, qui est à peu près au centre, hein, voilà, bah là je vais pas hésiter, je vais mettre quasiment tout le temps à U0 et puis très très peu de temps, voilà, ça se recouvre même à grand U. Et puis sur celle d'à côté, bah, on voit que c'est un tout petit peu plus faible hein, en moyenne, donc bah, là je vais mettre un tout petit creux, hein, voilà. C'est pas super, voilà. Désolé hein, pour le graphique, c'est pas évident à la main comme ça. Mais voilà, vous voyez, j'ai légèrement ici rendu la largeur de l'impulsion un peu plus étroite, etc. Et puis au fur et à mesure, voilà, je vais descendre. Et bien ici, je vais retrouver la même chose qu'au début, hein, quelque chose qui va être presque symétrique autour de 0. Voilà, quelque chose qui va ressembler à ça, ici. Et puis bah, dans le négatif, bah, ça va être la même chose, sauf que cette fois-ci, on va essayer de mettre un peu plus longtemps le signal vers le moins U pour faire des valeurs moyennes sur chaque période de découpage qui seront négatives. Voilà, donc vous voyez, on fait du découpage. On fait du découpage et dans chaque période de découpage, on fonctionne en mode hacheur dans un onduleur. Donc on est bien d'accord que le signal qui est fourni, qui est fabriqué à la fin, c'est un signal qui va ressembler à une sinusoïde. Enfin, non, ça va ressembler à plein de carrés dont la largeur varie au fur et à mesure. Et la largeur, elle varie de manière sinusoïdale dans le temps pour essayer d'avoir quelque chose qui ressemble en valeur moyenne au fur et à mesure du temps. Alors, c'est compliqué ça. En valeur moyenne au fur et à mesure du temps, on voit que la valeur moyenne, eh bien, elle va suivre plus ou moins une sinusoïde, etc. Alors, forcément, plus on découpe, plus ça va être propre. Hein. Voilà. Donc là, c'est vrai que mon dessin n'est pas super, donc je vais vous mettre le dessin, un dessin voilà, que j'ai tracé avec un logiciel. Donc ici, vous voyez, on a bien ici, sur le premier découpage, un créneau qui en valeur moyenne est quasi nul. Par ici, on a un créneau qui est en valeur moyenne et plutôt tout le temps positif. Par ici, on a des créneaux qui sont en valeur moyenne à peu près nuls. Par ici, des créneaux qui sont en valeur moyenne négatifs. Et donc, voilà, on retrouve là-dedans eh bien, le fondamental qui doit ressembler à ça, quoi. Bon, alors, les ordres de temps, là, voilà, c'est pas du tout les mêmes que sur la courbe précédente. Et donc, pour vous convaincre que ce signal-là, qui sort d'un onduleur MLI, est plus proche encore d'une sinusoïde que les deux autres onduleurs précédents, alors même si comme ça, ça ne se voit pas, eh bien, j'ai tracé le courant sur une charge RL en sortie de cet onduleur alimenté avec cette stratégie MLI. Et donc voilà à quoi ressemble le courant en sortie sur une charge RL. Et donc là, vous voyez que eh bien, on se rapproche quand même de manière très importante d'un signal qui sera vraiment sinusoïdal. Donc ça veut dire que notre filtre enlève des harmoniques, mais comme il n'y en avait déjà pas beaucoup d'harmoniques, eh bien on va se retrouver quasiment instantanément, enfin quasiment de manière directe, avec un signal qui sera presque sinusoïdal. Sachant qu'ici, on a fait un découpage avec, voilà, je vous ai dit, 20 découpages sur une période. C'est pas énorme, voilà, on peut faire mieux. On peut faire beaucoup mieux. En général, on découpe à 10 kg. Ça fait 200 périodes, hein, c'est déjà un petit peu mieux. Alors, il existe une variante un peu. Hein, donc voilà, on peut faire une variante 3 niveaux. C'est-à-dire que si je reviens un petit peu au-dessus, je ne vais pas le tracer, hein, mais voilà. En fait, sur l'alternance positive de VS, on ne va pas travailler sur que deux niveaux. On ne va pas travailler sur U et moins U, on va travailler que sur U et 0. Et puis sur l'alternance négative, on va travailler de 0 à moins U seulement, hein, en utilisant les phases de roue libre possibles, hein, les phases de roue libre
où on va fermer T1 et T3 ou T2 et T4 ensemble. Et donc ici, voilà, on va retrouver, alors je vous mets directement les courbes, on va dire, propres. Donc ici, vous voyez qu'on a fait du hasher, donc encore une fois, hein, avec notre commande qui serait notre signal alternatif. Donc c'est exactement le même tracé que précédemment, hein, sauf que là, je n'ai utilisé que le 0 plus U sur la première demi-période et le 0 moins U sur la deuxième demi-période. Et donc là, on voit que on se retrouve donc avec un signal qui ressemble à ça, voilà. Et puis si on trace le courant, bon alors il est un petit peu moins chahuté. Alors j'essaie de faire les deux en même temps. Voilà, on voit qu'à ce niveau-là, il est un petit peu moins chahuté, hein, on le voit aussi ici là. Le signal est un petit peu moins, voilà, il y a un petit peu moins d'ondulation de courant au fur et à mesure, mais on a gagné un petit peu sur la forme sinusoïdale de ce signal en utilisant cette stratégie à 3 niveaux de MLI. Voilà, donc on complexifie un petit peu la commande, mais on gagne un petit peu sur la richesse harmonique avec ça. Voilà, alors je vous mets quand même une dernière courbe. Donc là, c'est en MLI 2 niveaux. Donc on n'a pas été... voilà, 2 niveaux. Ici, j'ai mis 1000 découpages par période. Donc là, voilà, on a du bon gros découpage. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc encore une fois, tracé avec le logiciel, hein, je ne vais pas faire ça à la main. Mais si on découpe, alors 50 Hz, ça voudrait dire qu'il faut découper à 50 kHz, ce qui est important, mais bon, sur des très grosses puissances, ça va être compliqué. Sur des petites puissances, on peut découper à 50 kHz. Et donc là, si je découpe à 50 kHz, alors forcément, ici, on ne voit plus rien. Hein, le signal est tellement découpé qu'on ne voit plus rien. Mais quand on regarde le courant, on est bien convaincu que là-dedans, il y a très peu d'harmonique. Donc ça, voilà, on a obtenu quelque chose, un signal en sortie de notre onduleur, qui va avoir un contenu harmonique très pauvre, qui va ne contenir quasiment que le fondamental. Ça ne se voit absolument pas sur la courbe, mais finalement, c'est ce qui va être le moins perturbant par exemple pour une machine tournante. Hein, la plupart des machines tournantes sont des circuits type RL, inductants, enfin c'est pas la plupart, ils sont tous inductants, et donc ils vont lisser le courant, et donc on va se retrouver avec un courant qui va être très très proche d'un signal alternatif sinusoïdal. Voilà, sachant qu'en fait ce genre de petit découpage là qu'on peut voir dans le courant, ça va avoir des conséquences sur le couple de la machine, et on va entendre des vibrations en fait liées à ce découpage là. Si on découpe, alors ici j'avais pris l'exemple d'un découpage à 1 kHz. 1 kHz, c'est une fréquence qui est audible. Et donc, quand on a des vibrations, quand on a des à-coups de couple, et donc des vibrations à 1 kHz sur une machine, eh bien, ça génère des vibrations audibles. Et donc, on va entendre un bruit, un sifflement ou voilà, un petit bruit dans la machine. Et en fait, c'est lié au découpage. Voilà, donc ça, si vous avez déjà entendu des sifflements quand vous êtes dans le métro démarre, on entend une espèce de sifflement dans les moteurs. Voilà. Et en fait, ça, c'est le découpage du courant dans les machines. Et là, on est sur des puissances qui sont importantes. Donc, financièrement, on ne se permet pas de mettre des transistors et des diodes qui supportent des découpages à 50 kHz pour des très grosses puissances, parce que ça coûterait bien trop cher. Donc, on découpe un peu moins vite, mais contrepartie, eh bien, on a des vibrations qui sont dans l'audible. Et bien voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo et sur le thème de l'électronique de puissance. Les prochaines vidéos porteront sur les machines tournantes alimentées par des courants alternatifs. À bientôt!